L'Argentine remporte cette finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022. Lionel Messi prend enfin le trophée suprême. Ce match était plein de rebondissements. Il y a beaucoup de choses à analyser. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de la finale de la Coupe du Monde qui s'est déroulée hier au Qatar entre l'Argentine de Léo Messi et l'équipe de France, donc la France de Kylian Mbappé, on va dire, puisque ce sont les deux figures de proue des deux équipes. Donc cette finale était très attendue. Beaucoup d'observateurs voyaient la France comme étant favorite, compte tenu notamment du dernier résultat entre ces deux équipes, entre l'Argentine et la France, notamment lors de la Coupe du Monde 2018. Et donc, où la France avait réussi à faire sortir l'Argentine assez rapidement dans la compétition, en 8e de finale, il me semble. Et c'était un petit peu l'acte de naissance de Kylian Mbappé à l'époque. Même si le match était assez serré, puisque c'était terminé sur un score de 4-3. Donc ça, c'était les dernières confrontations entre les deux équipes. Et donc on imaginait, surtout avec la puissance de la France, avec les joueurs emblématiques français qui ont fait le bonheur de cette équipe jusqu'à maintenant. Donc Mbappé dans un premier temps, Giroud, Griezmann, au milieu de terrain les révélations, Tchouaméni, la défense qui tenait bon aussi avec un Varane et un Upamecano qui étaient assez bons, même s'ils étaient un peu mis à mal, mais la France n'avait pas encaissé beaucoup de buts, la France était quand même relativement solide jusqu'à maintenant. Et l'Argentine qui avait eu des difficultés, elle, à démarrer ce championnat avec une première défaite contre l'Arabie Saoudite, et qui depuis, petit à petit, montait en puissance, mais on avait toujours la même petite chanson qui disait que l'Argentine, certes, avant d'arriver à la Coupe du Monde, avait 36 victoires, je pense, sans défaite, mais que l'Argentine n'avait pas encore rencontré de grandes équipes auparavant, et qu'elle allait se retrouver confrontée à de grandes nations, et au moins une grande nation en finale, face à la France, détentrice du titre. Et donc en fait, si on observe un petit peu cette finale dans son ensemble, on se rend compte que l'équipe qui a été dominante n'est pas celle que l'on attendait, puisque l'Argentine a clairement, dès le début du match, pris cette partie à son compte, et j'avoue que moi je ne m'attendais pas à ce que l'Argentine maîtrise autant. Éventuellement qu'elle ait la possession un petit peu plus, pourquoi pas, puisque ce sont plus de manières de ballon, mais qu'elle maîtrise autant le jeu et qu'elle neutralise autant l'équipe de France, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et clairement, pour moi, c'est un vainqueur extrêmement méritant. C'est une victoire méritée pour l'Argentine. Clairement, elle a fait beaucoup plus pour gagner cette finale. Même si vous lirez, vous entendrez, vous écouterez qu'on essaiera de nous faire passer les dernières 20 minutes du match, les 90 minutes de la France, où la France s'est réveillée, où elle a essayé de pousser pour égaliser. Elle a réussi à égaliser pour gagner cette partie. On essaiera de nous faire penser que les deux équipes ont le même mérite, mais pas du tout. Il y en a une qui a fait le jeu pendant 70% du match, pendant plus d'une heure, et l'autre qui s'est réveillée à la fin, et qui a profité d'un moment émotionnellement complexe pour l'adversaire pour pousser. Ce n'était pas forcément une question de talent, même si on va parler d'Mbappé, mais c'est surtout une question d'état d'esprit, d'état émotionnel. C'est une finale, c'est attendu par les Argentins, c'est attendu aussi par les Français, mais généralement l'équipe qui n'a rien à perdre va pouvoir déstabiliser l'équipe qui a tout à perdre. Donc le rapport de force est toujours le même. Quelle que soit l'équipe qui est en face, peu importe son mental, l'équipe qui a tout à perdre va toujours se sentir déstabilisée à 20 minutes de la fin quand on lui remet un but, on lui remonte un but surtout qu'elle estime peut-être injuste compte tenu du fait que c'était un penalty, même s'il est parfaitement licite, en ce qui me concerne, le penalty
de Dembélé sur Di Maria. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, voilà, on prend un coup sur la tête. Et si les choses étaient inversées, probablement que la France aurait été aussi remontée. Bref, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette description, moi j'aime bien commencer par les statistiques. Une stat qui est super intéressante, et je vais vous la montrer ici, pour illustrer ce que je disais, c'est la stat à la mi-temps. C'est les stats à la mi-temps de ce match. Donc vous voyez ici que la possession de balle est argentine, mais ça, comme je vous l'ai dit, rien d'étonnant non plus. La France est après tout qui fait un jeu de transition quand même malgré la présence de Griezmann. Bon, Griezmann a été complètement neutralisé. Vous avez une possession de balle 59% pour l'Argentine, 41% pour la France. 6 tirs au but contre aucun tir au but pour la France. Donc l'Argentine a tiré 6 fois. En sachant qu'à la mi-temps, il y a 2-0, au passage, je vous le dis puisque ce n'est pas marqué. 3 tirs cadrés pour l'Argentine, 0 pour la France. 2 tirs non cadrés pour l'Argentine, 0 pour la France. 1 tir bloqué côté argentin, 0 pour la France. 10 coups francs contre 13 coups francs pour la France. Là, la France est un petit peu en droit, c'est normal, l'Argentine est très agressive. 2 corners contre aucun. 3 hors-jeu contre aucun. Donc vous voyez là qu'il n'y a pas eu match en fait sur cette première mi-temps. Et ça m'a fortement frappé. Quand on voit la composition des deux équipes, qu'on va voir ici, on va notamment regarder la composition de l'Argentine, on se rend compte que le milieu de terrain de Paul, Fernandez, McAllister a été juste énorme. Et pas simplement en première mi-temps, mais le long du match. Même dans les périodes où ils ont pris un trou d'air, le long du match, ils ont été impériaux. Avec Messi, qui redescendait beaucoup mieux pour construire, évidemment. Mais le long du match, ce milieu-là a été extraordinaire. Et Fernandez, pour sortir les ballons, c'est juste du bonheur. C'est un joueur extrêmement, extrêmement important. La clé du match a été, à mon avis, en tout cas jusqu'à 80, jusqu'à la 70e, on va dire, la clé du match a été là. Ce trio-là, ce quatuor-là, a permis à l'Argentine de maîtriser l'équipe de France. Derrière, il y a eu un penalty qui a redonné, en fait, du peps à la France et qui a permis effectivement à la France de mettre le doute dans l'esprit des Argentins, qui étaient vraiment bien en place jusqu'à ce moment-là. Peut-être même qu'ils avaient un petit peu de facilité, puisque ce penalty a été provoqué par Colomboigny, il me semble, et Otamendi, qui a joué un petit peu trop dans la naïveté, dans la facilité. Il y a un ballon disputé, au lieu de le dégager ou de le mettre de côté en touche ou éventuellement de faire n'importe quoi, il essaie de le contrôler. Et la puissance de Colomboigny, c'est plus la même chose. D'ailleurs, Didier Deschamps a fait au moins une chose intéressante dans ce match-là, c'est de faire des changements importants, avec l'entrée de Colomboigny, effectivement, l'entrée de Thuram, ou encore l'entrée de Camavinga, qui a redonné un coup de boost à cette équipe de France qui sombrait vraiment, et qui a surtout apporté un défi physique, il faut bien le dire, aux Argentins. Ce n'était plus la même chose. Ils sont rentrés avec une force, une puissance. Les Argentins sont des petits manieurs de ballon. Donc le jeu, là, a été déplacé dans un autre registre, où les duels étaient gagnés, où les jeunes qui sont entrés avaient de la volonté, ils poussaient vers l'avant, et avec un Kylian Mbappé qui ne s'est pas dégonflé sur le penalty qui a été sifflé pour la France, et qui derrière ensuite place un ballon extrêmement en reprise de volée, extrêmement bien placé, petit filet, et Martinez ne peut rien faire. Donc Kylian Mbappé a remis l'équipe de France dans le match, mais c'est surtout ces jeunes qui sont entrés et qui ont renversé un petit peu la dynamique physique entre les deux équipes. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer un petit peu la raison en fait de ce retournement de situation à l'heure de jeu, qui est un retournement de situation plutôt physique et un peu mental. Quand vous êtes l'Argentine et que vous menez 2-0, que vous êtes, je pense même étonné de mener aussi facilement contre la France, et que votre plan de jeu est en place alors qu'en face il n'y avait pas de plan de jeu, clairement Didier Deschamps n'avait pas mis en place un plan de jeu particulier. Je pense que c'est une équipe qui joue beaucoup sur ses qualités, les qualités individuelles des joueurs, les qualités athlétiques, les qualités d'Mbappé devant, les qualités de Giroud aussi, et Griezmann qui organise, mais qui n'a pas de plan de jeu. L'Argentine a clairement une philosophie de jeu qui
pour moi, la première mi-temps a été peut-être la plus belle de l'Argentine dans cette compétition-là. Tellement ils ont maîtrisé leur sujet, et tellement ils semblaient à l'aise. J'ai été étonné de voir à quel point ils rentraient aussi facilement dans leur finale. Ils étaient prêts, ils n'ont douté à aucun moment. Alors pour revenir à nos stats générales, puisque là je vais prendre les stats du match dans son ensemble, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais il y a tellement de choses à dire et c'est tellement intéressant à analyser. Là vous avez la statistique générale du match. Donc, pour vous donner encore une fois l'état d'esprit, pour mémoire, le match se termine donc à 3-3 à la fin du temps, à la fin des prolongations, donc 3 buts de chaque côté, et la séance de tir au but qui est remportée par l'Argentine, ou plutôt, où les joueurs, les tireurs français, notamment 2 des tireurs français, ratent leur penalty. Malheureusement, Kolo Muani et Tchouaméni de mémoire ratent leur penalty, alors que Kylian Mbappé réussit à mettre son penalty, et tout comme Léo Messi, Montiel, qui d'autre met son penalty, ça va me revenir côté argentin. Mais enfin, les Argentins réussissent quasiment tous leurs pénaltys, alors que Martinez a réussi à en arrêter quelques-uns côté français. Donc les stats générales, 20 tirs donc pour l'Argentine contre 10 pour l'équipe de France, 10 tirs cadrés contre 5. La possession, on en a parlé, 54-46, ça c'est un petit peu réduit forcément au vu du réveil français. Le nombre de passes et la précision des passes, on peut en parler, mais au moins pour la précision, oui, parce que j'ai senti vraiment une Argentine qui maîtrisait son sujet. Nombre de fautes, il y en a plus côté argentin, moins côté français, donc 26 contre 19. Encore une fois, je vous rappelle, pour moi, c'est un indice d'agressivité, c'est un indice de volonté, et c'est tout à fait normal. Les Argentins étaient en mission, alors que les Français défendaient un titre. L'état d'esprit n'est pas la même non plus au début du match. On n'est pas tout à fait pareil quand on se dit tiens, j'ai un titre à perdre, même si là c'est un titre à aller gagner à nouveau, mais malgré tout on a cette casquette de favori, et de l'autre côté, quand on se dit voilà, si je perds là, c'est terminé quoi. Toute Argentine m'attend derrière, notamment pour Léo Messi et pour ses 10 soldats autour de lui. Donc beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de cartons jaunes, enfin beaucoup plus de cartons jaunes en tous les cas. Et pour le reste, c'est assez équivalent en termes de hors-jeu et de corner. En sachant qu'à la mi-temps, la France n'avait quasiment pas de corner. Donc on est vraiment dans... Les statistiques nous montrent qu'il y a une domination, dans un certain sens. Il peut y avoir des faits de jeu ou des traits de génie dans le jeu, notamment comme le second but de Mbappé, qui pour moi fait partie de ces choses-là. C'est le fameux trait de génie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent mettre un but à ce moment-là, de cette façon-là, dans une finale, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement important. En revanche, la physionomie globale du match montre clairement un vainqueur. Quelqu'un qui est dominant, c'est-à-dire que la statistique montre que s'il y a 10 parties avec les mêmes stats, la personne qui a les stats à gauche, là, en remporte 8. Ce qui est logique, parce qu'elle tente plus, elle y va plus, etc. Le foot peut être aussi irrationnel qu'on peut l'imaginer, mais il n'empêche qu'elle suit quand même quelques schémas classiques qui font que quand on domine, quand on tire plus, quand on cadre plus, quand on a plus de possession, quand on fait plus de passes, quand on est plus précis, etc., quand on est plus agressif, on gagne. Voilà. C'est aussi simple. C'était pour un petit peu fermer cette parenthèse-là, c'est une très belle finale, mais c'est une finale qui est allée dans un seul sens. Il y aurait pu y avoir des faits de jeu qui auraient changé les choses, mais ça se serait appelé un hold-up. Vous voyez ? Donc pour moi, effectivement, cette finale va, donc la victoire va à l'équipe qui le mérite le plus, avec bien évidemment une France qui s'est quand même débattue et qui a montré de belles choses en fin de première mi-temps, mais c'était insuffisant, et même pendant la prolongation où la France continuait à être dangereuse, à se créer des occasions avec la vitesse et la puissance des joueurs qui sont rentrés, la maîtrise du jeu restait argentine, et l'Argentine se crée aussi des occasions tout aussi importantes, avec Lautaro, avec Messi lui-même, enfin bref. Donc les choses étaient relativement claires. Je voudrais quand même parler de quelques individualités dans cette finale, parce que c'est important aussi. Le premier sujet que je voulais apporter, c'était le fameux duel Messi-Mbappé, qui pour moi n'existe pas vraiment. Pour moi, c'est un duel dans l'esprit des journalistes, en fait, et des gens sur les réseaux sociaux, des gens qui sont derrière leur clavier.
qui sont essentiellement des journalistes sans carte de journaliste, a priori. J'ai un peu l'impression qu'on essaie de remplacer tout de suite avec cette victoire de Messi, et je ferai une vidéo sur Messi spécifiquement, avec cette victoire de Messi, cette Coupe du Monde, on essaie de remplacer la rivalité Ronaldo-Messi, qui ne fait plus de sens désormais, par Mbappé-Messi. Il y a eu tout de suite, j'ai senti avant même la finale, cette volonté de remettre une dualité pour pouvoir effectivement continuer à vendre du papier, continuer à mettre des choses sur les réseaux sociaux qui vont faire cliquer les gens. Et donc en disant, mais maintenant, Mbappé et Messi, voilà, c'est ça le nouveau duel, etc. Bah, il faut complètement oublier, ça n'a rien à voir, les deux joueurs n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ils ne sont même pas de la même génération. Il y en a un qui a 23 ans, qui va en avoir 24, l'autre en a 35. Il y en a un qui est au début de sa carrière, même si ça fait un moment qu'il est très très bon, et qui fait des choses, notamment avec sa sélection, et l'autre qui est à la fin de sa carrière. Et si on devait dérouler, entre guillemets, les statistiques des deux joueurs, et même les faits de jeu, et même les actions mémorables de ces deux joueurs, pour l'heure, il n'y a pas photo. Il faudra attendre 10 ans d'Mbappé, de football à haut niveau, pour pouvoir éventuellement commencer à comparer les choses. Avant cela, pour moi, c'est un non-débat. Donc, c'est ce que je voulais avant tout dire, c'est que ça n'empêchera pas les gens de parler, hein, on retombera dans le piège, il y aura des gens qui continueront à comparer les joueurs, parce que c'est comme ça qu'on vend des journées, c'est comme ça qu'on vend des clics. Mais pour moi, c'est irrelevant, il n'y a pas de sujet. Il y en a un qui a porté l'équipe jusqu'à la finale, et qui, même la finale, a marqué, et a été très bon. Il y en a un qui a commencé à jouer sa finale à 20 minutes de la fin, et qui a marqué 3 buts, mais 2 buts sur pénalty, un très très beau but, il faut bien le dire, mais c'est tout. Donc il y en a un qui fait jouer son équipe, qui remonte le ballon, qui dribble, qui fait des passes décisives, qui fait des décalages, qui marque des buts, qui fait tout, et puis l'autre qui est un finisseur. Donc bon, donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je voulais parler de nos petits Barcelonais aussi, qui sont Koundé et Dembélé. Donc très déçu pour eux, malgré tout. Ça, c'est le côté qui me déçoit, parce que bon, avant tout, on est Barcelonais, parce que Dembélé sort après avoir provoqué le premier penalty, qui est, il faut bien dire, un peu sévère quand même si Di Maria tombe, même s'il y a un croche-pied, on voit, hein, il y a un croche-pied au niveau des jambes, mais Dembélé a fait ce qu'on lui a demandé pendant toute cette Coupe du Monde, à savoir défendre. Il a plus défendu qu'attaqué. Ça aussi, c'est quelque chose qui me déplaît, avec le matériel que l'équipe de France a, de ne pas être en mesure de proposer un football beaucoup plus offensif, beaucoup plus champagne, tout ça pour privilégier l'efficacité. Je comprends, c'est comme ça qu'on a gagné une première Coupe du Monde, mais là c'est un peu dommage, c'est passer à côté du plaisir que ces joueurs pourraient donner au public. Donc Dembélé sort sur une mauvaise note, il sort d'ailleurs, Deschamps le sort d'ailleurs de la partie, et c'est un peu dommage parce qu'il avait fait une bonne Coupe du Monde jusqu'à maintenant, il avait beaucoup défendu, et j'espère qu'à son retour du Barça, il gardera la rigueur tactique, mais qu'il redeviendra le Dembélé virevoltant, dribbleur qu'on attend. On ne veut pas qu'il se passe son temps à défendre. De l'autre côté, Koundé a été très bon, mais il s'est fait enrhumer par Di Maria. Il a été moins bon sur cette finale, mais toute l'équipe de France, en tout cas pendant la première mi-temps, a sombré de toute façon. Donc, mais sinon, jusqu'alors, il faisait une bonne Coupe du Monde. Ce qui m'inquiète, c'est que les deux joueurs reviennent avec le mental dans les chaussettes, et j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'ils sauront en tout cas remonter la pente et revenir très très bien. Côté Argentine, j'ai déjà un petit peu parlé des individualités, mais Julián Álvarez, pour moi, c'est une vraie pépite. C'est un joueur extraordinaire. C'est un jeune qui a du cœur, qui a de la volonté, qui a du football. Un tout petit joueur qui était capable, dans tous les matchs, de pouvoir faire comme un Giroud ou comme un Lewandowski, à savoir recevoir le ballon dos au but et le garder. C'est extraordinaire. Au dégagement du ballon, vous reverrez les matchs, il est capable de mettre son corps en opposition, de récupérer le ballon et de le conserver, de le redonner, alors qu'il fait la moitié de la plupart des défenseurs de cette compétition. Enzo Fernandez, McAllister, enfin bref, le milieu de terrain de l'équipe d'Argentine, très très fort, très très bon. De Paul, je regrette que De Paul ne soit pas venu au Barça, mais bon, c'est encore une question de se dire, est-ce que ces joueurs-là qui surperforment avec leur équipe nationale sont capables d'avoir la même qualité en club? Ça, c'est autre chose. En tous les cas,
des joueurs comme McAllister, comme De Paul, comme Fernandez, sont des joueurs qui seraient intéressants de suivre. Malheureusement, j'ai peur qu'ils soient un petit peu chers désormais après cette Coupe du Monde. Même avant, ils étaient un petit peu chers. Donc à voir, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et puis les jeunes de l'équipe de France aussi, que ce soit Tchouaméni, Kolo Muani a aussi été très très bon. Moi je trouve que ce sont des jeunes qu'il faudra continuer à suivre. Et voilà, donc moi ce seront les joueurs que je mets un petit peu en avant. J'ai pas parlé de Martinez en équipe d'Argentine, mais bon voilà, lui aussi je pense que la victoire lui revient en partie. Donc un très bon match, un match qui pour moi aurait pu être gagné à la fin des 90 minutes par l'Argentine, mais bon, le foot étant ce qu'il est, ça nous permet d'avoir en plus une finale qui nous donne encore un peu plus d'émotion, et c'est difficile pour les cardiaques, mais en tous les cas, une finale qui nous a amené jusqu'au bout des tirs au but. Et on a l'impression quand même que l'histoire donc s'est remis en marche normalement et que la coupe que méritait cette équipe, et notamment ce joueur, ce monstre qu'est Léo Messi, est revenu à son propriétaire légitime pendant cette ère Cristiano Ronaldo-Messi. Bon, elle est revenue un petit peu là où elle devait appartenir. Elle aurait pu aussi être gagnée par le Portugal, je pense, à une période, parce que le Portugal aussi a une très belle équipe. Mais bon, Léo Messi, clairement, est celui qui... je pense que cette coupe attendait Léo Messi plus que l'inverse, à mon avis. Donc voilà pour cette analyse un petit peu comme ça, mes impressions sur ce match. Je voulais rétablir un certain nombre de vérités ou d'une vision que j'avais du match que les gens vont essayer de fausser. Pour moi, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu des faits de jeu qui ont fait que voilà, le foot étant ce qu'il est. Mais le juste vainqueur est l'Argentine, et c'est un très beau vainqueur, après 36 ans d'attente, je pense, pour le peuple argentin, donc bravo à eux. Bravo à Léo Messi, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, également de donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette finale, et de tous ces joueurs qu'on a évoqués. Et moi je vous dis à très bientôt sur Barça Today.